François Bayrou, est-ce que vous êtes inquiet face à la candidature Pécresse? On va parler tout à l'heure de votre rapport comme au commissaire au plan sur la réindustrialisation. Mais d'abord, un sondage ELAB, notre sondage IFOP hier, et un sondage ELAB aujourd'hui qui donne Valérie Pécresse qualifiée au second tour et même qui battrait Emmanuel Macron au second tour. Alors je vais vous dire, il y avait des gens qui croyaient que l'élection présidentielle serait facile. Et je n'en ai jamais été, ni de près ni de loin. D'abord parce que un peu d'expérience, pas mal d'expérience, permet de se souvenir qu'une élection présidentielle, c'est jamais facile, c'est toujours avec des coups de théâtre. Mais il y a une deuxième considération. Au bout du compte, ce que les Français choisiront, c'est quelqu'un qui est le plus dense, le plus volontaire, le mieux armé pour cette fonction. Et je crois que Emmanuel Macron, dans le tableau que nous avons aujourd'hui, est le plus dense, le mieux armé, le plus volontaire pour cette fonction. Alors, elle a quand même gagné, vous la connaissez, Valérie Pécresse, vous avez même des conseillers régionaux MoDem en Île-de-France qu'elle dirige. Ça a même suscité cette élection une division entre des gens de chez vous qui sont allés avec elle et d'autres qui sont allés avec la liste d'Emmanuel Macron. Non, ils étaient avec elle dans la... Dans la majorité, il y en a qui sont allés avec Emmanuel Macron. Mais donc, bon, voilà, il y a une forme de proximité, de fait, entre vous et Valérie Pécresse, au sens, vous venez de l'UDF, elle était à l'UMP, enfin, tout ça. C'est une forme de famille quand même assez proche. Donc, vous pouvez considérer qu'elle a des atouts. Je vais vous dire quelque chose. D'abord, je déteste l'espèce d'affrontement systématique à laquelle la politique mène. Donc, je ne vois pas en Valérie Pécresse un ennemi du genre humain. Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de ses orientations, ou plus exactement les choix qu'elle a faits. Il y a une phrase d'elle qui m'a, que je trouve surprenante. Elle a dit « Jusqu'à maintenant, j'ai parlé à la droite, et maintenant, je vais parler à la France. » J'ai parlé au peuple de droite, je vais parler au peuple de France. Comme s'il y avait deux langages. Comme si on était avec un langage spécialisé. C'était la primaire et puis après, c'est l'élection présidentielle. Vous voyez, ça veut dire que c'est un double... Non, je ne veux pas dire ça aussi durement. Mais avoir deux langages, ça n'est pas avoir l'authenticité, la volonté, la sincérité que la vie politique, comme je la conçois, demande. J'ai jamais vu Macron avoir un langage pour les uns et un langage pour les autres. Ah ben vous êtes peut-être le seul alors. Peut-être je suis le seul. Vous êtes le seul, parce que c'est la définition du en même temps. La définition du en même temps, c'est de dire à certains... Eh bien, vous voyez à quel point on peut faire une erreur d'analyse. Le en même temps, c'est d'être capable de dire « je peux réconcilier des aspirations différentes ». Et je pense qu'on peut être, je vais prendre un exemple simple, on peut être français, patriote, amoureux du pays, amoureux de sa langue, et profondément européen. Ça, c'est le en même temps. Oh, mais Valérie Pécresse aussi, elle pourrait dire la même chose. Non. Contrairement à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour ou à d'autres gens. Mais elle pourrait dire la même chose. Encore une fois, il y a des gens qui ont pu dire à certains moments, on peut se dire pro-européens et à d'autres anti-européens. Je ne fais pas de polémique avec qui que ce soit. Mais vous voyez bien ce que je veux dire. Ça n'est pas la même chose. Ce qui caractérise le président de la République, c'est qu'il est capable de voir ce qui unit les gens au lieu de ce qui les divise et qui les affronte, qui les place les uns contre les autres. Et ça n'est pas deux langages. C'est absolument le même. C'est le langage du président qui réunit les Français. Et ça, je trouve ça non seulement beau ou nécessaire, mais indispensable pour cette fonction. Mais quand vous voyez cette famille LR qui a l'air de s'être réconciliée, qui semble, hein, en tout cas on verra, et qui semble se retrouver... Vous avez écouté les infos ce week-end? Oui, je les ai bien sûr écoutées. J'ai dit qui semble. Hein. Oui, c'est ça. Et qui, ça veut dire aussi peut-être que les partis se reconstituent. Eh ben, j'espère bien. Il n'y a pas de vie démocratique sans parti politique.
Et même, c'est la Constitution, comme vous savez. Hein, Bien sûr, la l'article 4. Constitution dit que les partis politiques ont pour mission de concourir à l'expression du suffrage, c'est-à-dire d'organiser le débat pour qu'on puisse avoir des propositions différentes et des concurrents sur ce point. Donc c'est pas moi qui peux dire le contraire, j'ai toujours été militant d'un courant politique et je le reste. La maison commune, ça fait pas un peu 4e République? Non, pas du tout. La maison commune, c'est le rassemblement de toutes les forces qui, au centre, soutiennent le président de la République, le soutiennent depuis 2017 pour son élection, qui ont permis son élection et qui aujourd'hui disent faut plus se perdre dans des querelles de chapelle, il faut être capable de s'entendre. Alors, est-ce que c'est fait? Je vois votre question. C'est commencé. On a pris la décision de le faire. Ça reste à bâtir et pour moi, ça devrait aller beaucoup plus loin, naturellement. Parce que vous voyez bien que dans une vue politique aussi ballottée de dérive en dérive, de mots insupportables en mots insupportables, on a besoin d'un pilier central qui rassure tout le monde et qui tienne la maison. Quand même, un dernier mot sur Valérie Pécresse. Est-ce que vous êtes inquiet de cette candidature? Est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce que vous vous dites c'est quand même la plus difficile pour Emmanuel Macron? Non, je sais bien que les journalistes écrivent ça, mais je ne fais pas de la politique avec des inquiétudes. Je n'ai jamais pensé que l'élection serait facile. Je n'ai jamais pensé qu'on aurait des adversaires ou des concurrents qui serviraient sur un plateau la victoire à cette élection. Je sais qu'elle sera très difficile et c'est normal qu'elle le soit. Parce que c'est un peuple qui choisit son destin en choisissant celle ou celui qui le conduira. Et c'est lourd de conséquences. J'ai souvent dit, vous savez, celui qu'on va élire, c'est comme si on choisissait le chauffeur du bus des enfants. Je disais ça quand j'étais moi-même candidat à cette élection. C'est-à-dire quelqu'un à qui on confie ce qu'on a de plus secret, de plus intime. On est prêt à lui céder la responsabilité la plus importante au nom de vos enfants. Pas seulement en votre nom, mais au nom de vos enfants. Et ça, pour moi, c'est évidemment très important. Et écoutez ce que disait Éric Zemmour à son meeting de Villepinte sur Emmanuel Macron. Macron a vidé de leur substance notre économie, notre identité, notre culture, notre liberté, notre énergie, nos espoirs, nos existences. Il est temps de sortir notre pays et notre peuple de ce puits sans fond. Nous laisserons dans sa vitrine ce mannequin de plastique, cet automate qui erre dans un labyrinthe de miroirs, ce masque sans visage qui défigure le nôtre. Nous laisserons cet adolescent se chercher éternellement. C'est violent. C'est nul. Qu'est-ce que vous voulez ? Qui peut, écoutant cela, mettre ces mots en rapport, par exemple, avec la responsabilité ou la place que le président de la République occupe aujourd'hui dans les affaires d'Europe et du monde ? Qui peut reconnaître ça? S'il y a quelqu'un qui, par ses mots, n'est pas à la hauteur, c'est ce que Éric Zemmour vient de faire devant votre caméra. La France ne mérite pas qu'on fasse descendre le débat aussi bas. Alors il y a des gens qui détestent tel ou tel candidat, tel ou tel président, et Dieu sait que depuis des années, on en a vu. Mais la responsabilité de quelqu'un qui veut faire naître le débat, concourir à l'expression du suffrage, donner à l'élection présidentielle sa véritable dimension, c'est précisément de ne pas descendre dans ces bas-fonds. Il descend dans les bas-fonds pour vous. Vous venez de l'entendre, c'est exactement ce qu'on a vu là. Voilà. Ceci n'est pas, pour moi, la démocratie que la France mérite. Pourquoi personne ne riposte dans la majorité? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une bataille politique plus claire là-dessus? Écoutez, il y a une bataille politique à condition de regarder les vrais objets de cette bataille politique. Il a appelé son mouvement, il veut appeler son mouvement Reconquête. Et il dit Reconquête parce que Reconquista.
La Reconquista, vous savez ce que c'est au XVe siècle, ça a duré plusieurs siècles, c'est la guerre contre les musulmans. Et contre les Juifs par l'Inquisition, Isabelle la catholique. Non, c'est plus compliqué que ça. Enfin, non. C'est la reconquête des territoires par les catholiques. C'est la guerre à mort contre les musulmans et qui a fini en même temps par l'expulsion des Juifs. La conversion. Parce que tout ça, c'est pareil. Si on considère que l'autre, celui qui n'a pas la même foi que vous, ou la même culture que vous, il faut le chasser, il faut l'expulser, il faut en faire la cible universelle. Alors, il y a plusieurs autres, il y a plusieurs différents. Et c'est ce qu'a montré, l'histoire est toujours extrêmement éloquente, elle vous apprend des choses. C'est ce qu'a montré la Reconquista. Eh bien, vouloir, dans un pays comme la France, qui a tellement besoin qu'on se respecte et qu'on se comprenne, dans un pays comme la France, vouloir prendre ce principe de guerre pour chasser ceux qui ne sont pas comme vous, alors ça a quelque chose de glaçant, et en tout cas, ça ne peut que finir mal. Mais François Bayrou, si vous faites, dans les sondages d'aujourd'hui, l'addition de tous les candidats de la droite, de Marine Le Pen à Valérie Pécresse, en passant par Éric Zemmour, Dupont-Aignan, etc., vous arrivez à 50%. Est-ce qu'un pays qui à 50% dit qu'il est de droite, parfois d'extrême droite, de droite où on voit toutes les nuances de la droite, est-ce qu'un pays qui fait ça peut choisir un président centriste, un président que vous direz humaniste et progressiste, mais que certains diront qui a plusieurs visages? Le mot de progressiste. Non, mais voilà. Ça n'est pas un mot à moi. Précisément, votre addition est fausse. Parce que pour additionner, on ne peut additionner que des semblables. On additionne les électeurs. On ne peut pas, non. On ne peut pas additionner ce qui est en contradiction. Et moi, je ne crois pas que la droite se résume à ce que vous indiquez. Moi, je ne crois pas que la droite... Je n'ai jamais été de leur parti. Mais j'ai tout à fait souvent, il m'est arrivé de travailler avec eux, de discuter avec eux, de dialoguer avec eux, comme il m'est arrivé de discuter, de dialoguer avec des gens de gauche, on va dire, responsables. Mais vous voulez dire que ce sont des droites irréconciliables, ce sont des droites qui ne peuvent pas travailler ensemble et qui ne sont pas d'accord? Que je ne fais pas d'amalgame. Je prends en compte les différences et la véritable nature des gens. Je suis radicalement opposé, et je l'ai toujours été, à ceux qui n'ont qu'un rêve ou qu'une ligne, c'est d'opposer les gens entre eux. Ça, pour moi, ce sont des ennemis de la patrie. Les gens qui... quiconque aime la France... Donc vous ne mettez pas Valérie Pécresse là-dedans, c'est ça? Voilà. Quiconque aime la France, alors celui-là, forcément, il veut qu'elle soit rassemblée. C'est un, vous savez, ce qu'on appelait en joaillerie une pierre de touche. La pierre de touche, c'était pour savoir si c'était de l'or ou pas. La pierre de touche de quelqu'un qui est patriote et français, c'est qu'il veut le rassemblement du pays et qu'il ne supporte pas qu'on organise la guerre civile à l'intérieur. Et donc, pour moi, je ne fais pas l'addition entre les électeurs que vous voulez mettre dans la même colonne. Moi, je regarde les sondages et je vois qu'il y a à travers chaque sondage, il y a des porosités d'électeurs, il y a des va-et-vient, etc. Donc, il se passe des choses dans cette famille au sens large et qui fait que, alors, à moins qu'Emmanuel Macron se lance dans une campagne qui soit directement adressée à ses électeurs, de ceux-là, ceux de Valérie Pécresse, ceux de ses électeurs de droite, par exemple avec un Édouard Philippe, par exemple avec d'autres personnalités. Si Macron se présente à cette élection, ou quand il se présentera, s'il décide de se présenter, il ne fera pas une campagne comme ça. Il fera une campagne pour parler à la France. Et ces gens-là que vous désignez, que vous étiquetez, ils sont des Français comme les autres. Bien sûr. Et ceux qui sont catholiques, ils sont français comme les autres, et ceux qui sont agnostiques ou athées, et ceux qui sont musulmans, je ne fais pas de différence entre les Français.
Je fais des différences entre ceux qui portent atteinte à l'unité nationale. Mais je ne fais pas de différence. J'ai une toute dernière question extrêmement rapide avant qu'on parle de votre note. Éric Zemmour, il a appelé aujourd'hui les maires à le parrainer. Est-ce que vous trouvez que ce ne serait pas démocratique s'il n'avait pas ces parrainages ? La Constitution a fixé 500 parrainages. J'ai été candidat à l'élection présidentielle 3 fois et je sais très bien que ça n'est pas facile à atteindre. Mais je ne vais pas jouer au billard à 3 bandes. C'est-à-dire, je ne vais pas demander à des maires qui sont de ma sensibilité de soutenir des gens, Marine Le Pen, Zemmour, Mélenchon, Valérie Pécresse ou Mélenchon. Je pense que quand on est maire, on est responsable. Et aucun maire ne se laissera tenir la plume. La note que vous avez publiée aujourd'hui, c'est le dernier rapport du Haut Commissariat sur la réindustrialisation de la France. Donc, c'est quand même un bilan assez sombre que vous dressez. C'est un bilan de ces 30 dernières années, oui. Mais c'est aussi de ces 5 dernières années, avec un commerce extérieur très en déficit, 90 milliards peut-être d'euros pour 2021, et avec des phrases très fortes. La France championne dans l'export de pommes de terre et de bois ronds, mais dépendante de ses voisins pour la confection des chips et de la fabrication des meubles. Nous savons fabriquer des satellites, des fusées, des avions, mais nous sommes incapables de nous fournir des machines à laver. Nous avons abandonné ce territoire-là. Alors, ces territoires-là d'industrie. Précisons ce que vous avez dit. Ces dernières années, les 3 dernières années, elles sont marquées par le fait qu'il y a un petit redressement, par le fait que les investissements se sont améliorés, l'emploi industriel a augmenté, et c'est la première fois depuis 20 ans. Donc il faut voir ce signe positif. Mais quand on regarde le bilan du commerce extérieur, ce que nous vendons et ce que nous achetons, ce que nous savons produire et ce que nous ne savons pas produire, alors en effet, il y a de quoi s'inquiéter. Comme vous savez, ce n'est pas la première fois que je dis ça dans ma vie. Bien sûr. J'ai fait une campagne présidentielle sous 2 verbes, produire et instruire. On a besoin de produire et ceux qui ont abandonné la production sont coupables. Et on a besoin d'instruire, c'est une autre question, elle est majeure. Tous les candidats aujourd'hui à la présidentielle déclarés, puisque maintenant on est quasiment à la fin du casting, veulent la réindustrialisation de la France. Oui, mais aucun ne propose une méthode et j'en propose une. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui fait que vous avez la bonne recette ? D'abord, je parle avec prudence parce que c'est des sujets terriblement compliqués. Mais encore une fois, c'est des sujets sur lesquels j'ai investi une partie de ma vie politique. C'est pas neuf dans mon parcours. Ce que je préconise, c'est au lieu de faire des grandes déclarations et des déclarations de principe, je préconise qu'on parte de la réalité. Nous avons analysé dans cette note un peu plus de 900 produits. Et ces produits, un peu plus de 900, c'est tous ceux qui font plus de 50 millions de déficit. Au bout du chemin, ça fait 160 millions de déficit qui expliquent pourquoi notre bilan et notre balance commerciale est si mauvaise, dégradée. Et je demande qu'on regarde les produits que nous sommes en mesure ou en compétence de produire. Comme vous l'avez rappelé, nous savons faire des satellites, les meilleurs du monde, ou parmi les meilleurs du monde. Nous savons faire des fusées, parmi les meilleurs du monde. Nous savons faire des avions, nous savons faire des sous-marins, nous savons faire des navires, nous savons faire des voitures qui sont pas si belles, et nous sommes incapables de faire des produits électroménagers. Or, hier... Comment est-ce qu'on fait alors hier, ça s'expliquait. Parce que hier, le coût de la main-d'œuvre, vous savez qu'on nous a tympanisé avec cette question pendant très longtemps, en disant « Mais M. Bayrou, vous ne pouvez pas dire qu'il faut produire en France. Vous savez bien qu'en Extrême-Orient, vous allez trouver l'heure de travail à 10 fois moins cher que chez vous. » C'est ça qu'on nous disait. Tous les temps. Aujourd'hui, c'est différent. Sur tous les plateaux. Aujourd'hui, c'est très différent parce que l'automatisation, la robotisation, les algorithmes, tout cela que nous sommes tout à fait capables de produire... il suffit de regarder les usines automobiles que nous avons, c'est extrêmement robotisé. Nous sommes en situation, à cause du numérique, grâce à la robotisation et grâce à notre électricité. Oui, avec le nucléaire notamment. Il ne faut jamais oublier que
On va devoir décarboner les productions et nous sommes les seuls, ou en tout cas presque les seuls, à avoir une électricité, une source d'énergie décarbonée. Si nous sommes capables de mettre tout ça ensemble et de réunir autour de la table l'État, la puissance publique, les collectivités locales et les entreprises, ce qu'on ne fait jamais, qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, qu'on n'a pas fait depuis Jean Monnet, au plan. Que faisait Emmanuel Macron alors? Mais si, au ministère de l'économie et à l'Élysée. Vous savez qu'il a fait ce choix exactement. Quand vous voyez le plan France 2030, oui. le plan de relance et le plan France 2030, c'est exactement ce qu'il a fait. Vous avez aussi une autre piste de réflexion. Depuis combien de temps on n'a pas fait ça? Voilà. Donc, vous avez une autre piste de réflexion qui est, alors c'est peut-être intéressant parce que c'est assez original, la prise de participation publique dans des entreprises étrangères. Vous voyez bien, si vous êtes sur un secteur où vous avez la compétence, mais où il n'y a pas d'entreprise chez vous, eh bien je pense qu'il est intéressant de faire ce que les Chinois ont fait. Qu'est-ce qu'a fait la Chine? Elle a pris tous les secteurs de production et elle a obligé les entreprises qui voulaient vendre chez elles à faire ce qu'on appelle des joint ventures en anglais, c'est-à-dire des entreprises jumelées. Il faut faire pareil, faisons comme les Chinois. Nous avons des capacités qui ne sont pas exploitées. La priorité des priorités, c'est réenraciner la production sur notre sol. Mais c'est vrai aussi pour la production agricole. Et c'est vrai aussi pour la production de médicaments ou de vaccins sur lesquels nous n'avons pas été très bons. Alors, j'ai une dernière question, François Bayrou, sur la crise sanitaire. Vous avez été celui qui a dit « je suis pour la vaccination obligatoire », vous l'avez dit et répété. Ça n'a pas été le choix du président, du gouvernement, mais bon, en tout cas, on est dans une forme en tout cas, de la vaccination va très vite et augmente. On parle maintenant de la vaccination des enfants qui va être ouverte à partir du 20 décembre en France. Elle a commencé dans de nombreux autres pays. Est-ce que vous êtes absolument pour de la même façon? C'est affaire de médecins. Ce que j'ai dit, vous avez eu la gentillesse de rappeler, ce que j'ai dit depuis le mois de janvier, c'est le jour où on a un vaccin, où on est sûr de son innocuité, du fait que ça ne crée pas des effets secondaires. On a aujourd'hui des dizaines de millions de Français, des milliards d'êtres humains. 55 millions, des amis portugais, des diplomates me racontaient que le Portugal est à 85% presque de vaccination. Israël est à des taux de vaccination 80%. Et nous, on approche ces taux-là. Je vous rappelle qu'on disait qu'on était en retard sur la vaccination. Vous vous souvenez de toutes les polémiques. Et donc le jour où on a ces millions d'exemples sous les yeux, alors je suis favorable à ce qu'on examine la question de la vaccination obligatoire. Alors peut-être il y a des gens qui refuseront, mais qu'ils le déclarent. Ce que nous avons aujourd'hui de terriblement frappant, c'est que je connais des gens, personnellement, et que j'aime bien, qui disent « moi je me vaccinerai quand ça sera obligatoire ». C'est étrange, mais c'est comme ça. Le devoir des responsables publics, c'est de choisir une solution crédible pour lutter contre une épidémie qui menace encore de nous paralyser. Aujourd'hui, on en est, comme vous savez, vous l'avez entendu dans le reportage, bien sûr. On en est au point de s'interroger pour savoir si on va retourner à des fermetures on ne sait pas, de boîtes de nuit aujourd'hui, de restaurants demain, d'écoles après-demain. Vous vous rendez compte ce qu'on fait à un pays alors que les précautions existent et qu'on sait que la contamination est moindre et en tout cas la gravité de la maladie est moindre. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau, François Bayrou.